Elle se contentait de me regarder, son visage une réplique exacte du mien, mais avec ce regard fixe et sans âme. Actuellement, je vis chez mon père, et il y a une présence étrange qui semble aimer le sous-sol. Si je m'aventure seul dans le coin le plus éloigné du sous-sol, surtout la nuit, il y a de fortes chances que cette entité monte à l'étage pour se manifester. Elle se fait entendre en marchant, laissant ses pas résonner clairement dans la maison. Elle avait l'habitude d'imiter un de nos anciens chats, mais uniquement depuis ce coin reculé du sous-sol et uniquement la nuit, quand j'étais le seul encore éveillé. Cela a cessé lorsque ce chat est mort. Depuis, elle a imité toute ma famille proche. Une fois, un matin où j'étais seul à la maison avant que mon père ne rentre du travail, je l'ai entendue dans la chambre de ma sœur, parlant comme elle, s'adressant à l'un de nos chats. Une autre nuit, quand j'étais encore au lycée et que l'ordinateur était dans la cuisine, j'ai distinctement entendu mon père m'appeler. Je me suis retourné pour découvrir qu'il n'y avait personne. Une autre fois, après m'être levé de cet ordinateur pour aller chercher une boisson, elle a imité un de nos chats qui aimait sauter sur les packs de soda. Bien qu'il n'y ait pas de chat, j'ai vu le carton s'enfoncer sous un poids invisible alors que je passais. Je suis revenu vivre dans cette maison fin juin cette année. Le premier dimanche après mon retour, je me suis réveillé vers 5 heures du matin après un cauchemar terrifiant. J'y voyais un démon qui imitait les gens, les possédait, les poussait à marcher jusqu'à un endroit isolé, puis quittait leur corps pour les effrayer encore plus loin dans cet endroit et les tuer sans laisser de traces. Il en avait pris des centaines dans mon rêve, et juste après la dernière victime, je me suis redressé d'un coup dans mon lit. À quelques mètres de moi, j'ai entendu une respiration lourde, décalée de la mienne, comme pour me narguer. L'entité, toujours invisible, a traversé la porte de la chambre en direction de la cuisine. Je me suis levé, j'ai déverrouillé la porte et fait le tour de la maison pour vérifier que ce n'était pas mon père. Il dormait profondément. Le mois dernier, il y a eu un orage une nuit, et après avoir entendu un bruit sourd provenant du bureau de mon père, je suis allé voir ce qui se passait. J'ai vu mon père sortir de la maison, refermant la porte d'entrée derrière lui. Je l'ai suivi, mais à ma grande surprise, la porte était toujours verrouillée. Je n'avais entendu ni ses pas, ni le bruit de la poignée, ni même le verrou. Tout cela ne ressemblait pas du tout à son comportement habituel, surtout sachant que j'étais à la maison. Alors, je suis allé vérifier son bureau, et il y était toujours, occupé sur son ordinateur portable comme si de rien n'était. Il y a presque 5 ans, mon partenaire est décédé. Quand c'est arrivé, je pense que j'ai perdu un peu la tête. Je suis devenu obsédé par l'idée d'essayer de communiquer avec lui, ou même simplement de réentendre sa voix. J'avais même téléchargé une application de sommeil, prétendant qu'elle m'aidait à surveiller mon sommeil, alors qu'en réalité, je l'utilisais dans l'espoir de capturer le son de sa voix. En cherchant ce genre de contact, je crois que j'ai attiré toutes sortes d'esprits, parfois pas des plus bienveillants. Un soir, alors que je me lavais les cheveux au-dessus de la baignoire, mon plus jeune fils, qui avait 3 ans à l'époque, était avec moi. Ma fille aînée, qui avait 15 ans, est entrée dans la salle de bain. Elle m'a dit bonjour, mais comme j'avais la tête penchée au-dessus de la baignoire, je ne pouvais pas la regarder. Je lui ai répondu, lui disant que je la verrais dans une minute. J'ai fini de me laver les cheveux, puis mon fils et moi avons quitté la salle de bain. La salle de bain se trouvait en haut des escaliers, et la chambre de ma fille était juste en face, sur le palier. C'était une petite maison mitoyenne de 3 chambres. En sortant, j'ai vu ma fille qui tendait la main pour attraper quelque chose dans un placard juste derrière la porte de sa chambre. Comme je venais de lui dire bonjour, je ne me suis pas arrêté pour lui parler, je l'ai simplement reconnu du regard et suis descendu au rez-de-chaussée. En arrivant dans la cuisine avec mon plus jeune fils, ma fille se trouvait déjà là. J'ai été pris de panique et lui ai dit que je venais de la voir en haut, près de sa porte. Mais la fille que j'avais vue là-haut portait des vêtements différents, et ses cheveux étaient coiffés autrement. J'ai même demandé à mon fils s'il avait vu lui aussi sa sœur en haut, et il a confirmé que oui. Je me demande ce qu'est réellement un doppelganger et s'il est possible qu'il nous suive même après un déménagement. Dans ma vie,
j'ai eu de nombreuses expériences paranormales. J'ai beaucoup d'histoires à raconter et même pas mal de preuves à l'appui. J'ai 20 ans maintenant, mais ma première expérience remonte à l'âge de 13 ans. L'une des histoires les plus déconcertantes que j'ai vécues s'est passée quand j'avais environ 15 ans, avec une amie, dans le cimetière de ma ville natale. J'ai déjà essayé de trouver des preuves paranormales dans des cimetières, mais en général, ces lieux sont bien moins actifs que d'autres endroits. Ce soir-là, mes 3 amis et moi, ma meilleure amie, une autre amie, et le copain de celle-ci avions fait le mur pour nous balader en ville, ce qui était assez courant, parce que notre ville était plutôt ennuyeuse mais amusante à explorer la nuit. Nous avions fini par nous asseoir dans le terrain d'une école pour discuter, et ma meilleure amie et moi avons eu l'idée d'explorer le cimetière qui se trouvait juste de l'autre côté de la route. Le couple a préféré rester sur place, alors ma meilleure amie et moi avons traversé seuls. Au début, il ne se passait rien de particulier. Le cimetière avait une seule route de terre qui le traversait, bordée de nombreux sapins. Nous avons marché pendant environ 15 minutes, et voyant que rien d'étrange ne se produisait, nous avons décidé de retourner vers le terrain de l'école. C'est alors que nous avons entendu des bruits de pas derrière nous. Nous nous sommes regardés, puis avons jeté un coup d'œil derrière nous. Il y avait une silhouette sombre, sans cheveux ni très distinct, debout dans l'obscurité. Ce que nous avons vu ensuite est difficile à décrire, mais c'était comme si cette ombre s'était mise à courir vers nous d'une manière qui rappelait une araignée. Elle semblait s'être contorsionnée à l'envers, posée sur ses mains et ses genoux, et elle courait dans notre direction. Mon ami et moi avons paniqué, nous nous sommes regardés, puis nous avons détalé comme jamais. Nous avons couru plus vite que nous n'avions jamais couru de nos vies. Presque sortis du cimetière, en courant sur cette route de terre, nous avons remarqué quelque chose d'étrange. Notre autre ami se tenait derrière un arbre. Ni l'une ni l'autre n'avons dit quoi que ce soit à ce moment-là, mais après coup, nous avons partagé nos impressions et vu exactement la même chose, la copine de notre ami, immobile, les bras le long du corps, juste debout là. Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'elle portait ce soir-là un pull bleu vif et ingent, et ses cheveux étaient teints en moitié rose, moitié bleu, donc c'était clairement elle, il n'y avait aucun doute. Nous avons pensé que le couple était venu dans le cimetière pour nous faire peur et qu'ils avaient probablement ri en nous voyant fuir. Mais quand nous sommes retournés au terrain, haletantes, ils étaient toujours assis exactement comme nous les avions laissés. Il était impossible qu'elle soit revenue à cet endroit avant nous, sans que nous la voyions. Nous étions vraiment secoués, et le couple ne nous croyait pas trop. Mais ma meilleure amie et moi avions exactement la même histoire. C'est l'une des expériences les plus dérangeantes que j'ai vécues, même à ce jour. Je n'avais jamais été très croyant, et je dois avouer que j'étais le genre de personne qui trouvait toujours des explications rationnelles aux événements étranges. Mais l'histoire que je vais vous raconter m'a complètement transformé, au point que je suis aujourd'hui un fidèle pratiquant, me rendant régulièrement à la mosquée. Tout a commencé il y a 3 ans, lorsque j'ai vécu l'une des expériences les plus effrayantes de ma vie, une rencontre qui m'a laissé changer à jamais. Tout a commencé par de petites choses, des détails auxquels je n'avais pas prêté beaucoup d'attention au début. Je perdais des objets, j'oubliais des rendez-vous importants, et parfois, je me surprenais à ne plus être capable de me souvenir de certains moments marquants de ma vie. Mais ce n'était que le début. Un jour, alors que je me regardais dans le miroir, j'ai eu cette sensation terrifiante que le reflet me regardait d'une manière étrange, presque indépendante de mes propres mouvements. Il y avait quelque chose dans mes yeux, ou plutôt dans ses yeux, une sorte de lueur sombre qui ne me ressemblait pas. Ce n'est qu'après cet incident que les choses ont vraiment empiré. J'ai commencé à avoir des pertes de mémoire de plus en plus longues. Je retrouvais mes amis me demandant pourquoi je m'étais comporté d'une façon bizarre ou étrange la veille, alors que je ne me souvenais même pas d'avoir quitté mon appartement. Un matin, j'ai essayé de jouer de la guitare, un talent que j'avais toujours eu, mais mes doigts refusaient de suivre les accords, comme si j'avais oublié comment jouer. À ce moment-là, j'ai commencé à réaliser que quelque chose me volait des morceaux de moi, me laissant vide et confus. Mais la terreur ultime est arrivée un soir, lorsque j'ai entendu des bruits dans mon propre appartement. En me dirigeant prudemment vers le salon, j'ai vu quelque chose d'impensable, une silhouette qui me ressemblait exactement, assise sur mon canapé, le visage voilé d'une expression froide et affamée. Quand nos regards se sont croisés, j'ai senti une force invisible m'arracher quelque chose,
une partie de mon essence. Je me suis effondré, suffoqué par la peur. À bout de nerfs, je me suis souvenu d'une vieille croyance que ma tante en Turquie m'avait racontée lorsque j'étais enfant. Elle m'avait dit que, parfois, des entités maléfiques se nourrissent des êtres humains, usurpant leur identité jusqu'à les laisser totalement vides. Désespéré, je l'ai appelée, et sa voix, pleine de sagesse et de détermination, m'a apporté un semblant de réconfort. Elle a dit que ce que je vivais était une chose très ancienne et très sombre, et qu'un rituel religieux était nécessaire. Je me suis rendu en Turquie presque immédiatement. Ma tante, une femme profondément religieuse, avait tout préparé pour le rituel. Elle m'a emmené dans une vieille mosquée où l'imam était un homme très respecté dans notre village. Les murs de l'édifice semblaient porter des siècles de prière et de dévotion, et l'air y était dense de spiritualité. Le rituel a commencé par des prières puissantes tirées du Coran. L'imam récitait des versets tout en m'aspergeant d'eau bénite, tandis que ma tante tenait fermement un chapelet entre ses mains tremblantes. Des bougies étaient disposées en cercle autour de moi, et l'air vibrait d'une énergie presque palpable. Je sentais mon cœur battre avec une force anormale, comme si quelque chose en moi luttait pour rester. À un moment, l'imam a posé sa main sur mon front et a récité une prière si intense que j'ai senti une chaleur brûlante envahir tout mon corps. C'était comme si l'entité qui s'accrochait à moi était arrachée de mon âme. Pendant tout le rituel, je sentais cette force qui m'avait tourmenté se débattre, cherchant désespérément à ne pas me quitter. Je me suis effondré de fatigue lorsqu'il s'est terminé, mais, étonnamment, je me suis senti plus léger, comme si un immense poids avait été soulevé de mes épaules. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais revu mon double, ce doppelganger parasite qui m'avait presque volé ma vie. Cette expérience a changé ma façon de voir le monde. Je suis devenu croyant, profondément attaché à ma foi. Je me rends désormais à la mosquée aussi souvent que possible, pour prier et remercier Dieu de m'avoir délivré de cette horreur. J'ai appris à respecter les traditions de ma famille, à croire en ce qui ne peut pas toujours être expliqué, et je n'oublierai jamais la force des prières qui m'ont sauvé. J'avais 27 ans. Avec un ami, je m'étais rendu dans la campagne romaine pour rencontrer un moine réputé pour ses miracles. À la dernière minute, mon ami a changé d'avis et n'a pas voulu m'accompagner. Il a préféré rester dans un endroit précis pour m'attendre pendant que j'allais, seul, voir ce moine en utilisant sa voiture. Une fois arrivé sur place, on m'a informé que le moine n'était pas disponible ce jour-là. Déçu, je suis remonté en voiture pour retourner chercher mon ami là où je l'avais laissé. À un croisement, j'ai soudain aperçu une voiture identique à la mienne, de couleur bleu foncé. Ce qui m'a bouleversé, c'est qu'au volant se trouvait mon ami, arborant un grand sourire, presque angélique. Je suis resté figé, complètement médusé. Pourtant, quand je suis arrivé à l'endroit où il m'attendait, il était toujours là, comme s'il n'avait jamais bougé. Je n'ai jamais eu le courage de lui raconter ce que j'avais vu. Quand j'avais environ 15 ou 16 ans, je prenais le bus tous les jours pour aller de mon école à la maison. C'est important de le préciser, car je montais toujours dans le bus à la gare du gymnase de ma ville. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai eu droit à des réprimandes musclées de la part de ma mère, et je ne comprenais absolument pas pourquoi. J'étais épuisé après une journée marathon au collège, d'autant plus que j'avais fini un contrôle de maths de 2 heures, qui s'était terminé à 16 heures. Il devait être aux alentours de 17h30 ou 18h quand je suis enfin rentré. Ma mère, hors d'elle, m'a crié dessus: « Qu'est-ce que tu foutais place du jeu de paume en train de fumer avec tes copines ?» J'ai répondu, stupéfaite, mais je n'étais pas place du jeu de paume, j'étais en train de faire mon contrôle de maths. Ma mère a rétorqué, furieuse: « On t'a vu, moi et ton frère, assis sur un banc, une clope au bec. Ne me prends pas pour une idiote. » Je ne fumais même pas à l'époque. J'ai insisté: « Si tu ne me crois pas, appelle le proviseur. » Mais j'ai été puni malgré tout. Mon frère a ajouté: « Si, on t'a bien vu place du jeu de paume, sur un banc, une cigarette à la main. » J'ai protesté: « Ce n'est pas possible. » Les jours, puis les années, ont passé, et je n'ai toujours pas compris ce qui s'était passé. 3 ans plus tard, un autre incident est survenu.
Un jour, mon meilleur pote m'a dit « Je t'ai vu hier. Pourquoi m'as-tu fait croire que tu étais à Lyon? J'aurais aimé qu'on passe du temps ensemble, mais tu m'as ignoré. » J'ai répliqué « Où m'as-tu vu? » Parce que je n'étais pas là. J'étais à Givors, en train de passer un entretien d'embauche pour devenir nez parfumeur. Il a rétorqué « Je t'ai vu près de la place du Jeu de Paume, dans ta 4 litres verte. » Moi, j'étais dans le bus. J'ai expliqué « Ce n'était pas moi, c'est impossible. » À 17h, j'étais en train de rater mon entretien d'embauche en confondant l'odeur de l'abricot et de la pêche blanche. Bref, je ne comprends toujours pas comment ma mère, mon frère, et même mon pote ont pu me confondre avec quelqu'un d'autre, surtout quand je me trouvais à des heures de route. C'est une chose que des inconnus fassent des associations d'idées, mais ma propre famille. Ils ne devraient pas se tromper. Et le plus étrange, c'est que ça continue encore aujourd'hui, même en 2024, même si j'ai changé physiquement. On me voit encore dans des endroits où je ne peux pas être. Une fois, une fille est venue vers moi en disant « Salut, la soirée était vraiment chouette, merci. » J'ai souri poliment et lui ai répondu « Je suis contente que tu aies passé un bon moment, mais je n'étais pas là. Je ne vous connais pas. » Je me suis résigné à dire « Oui, je dois ressembler à tout le monde, parce que, visiblement, on me voit partout. » Le plus fou, c'était quand mon frère aîné, qui venait me chercher à la gare après mes vacances à Sète, quand j'avais 19 ans, ne m'a même pas reconnu. Il s'est approché de moi pour me draguer. Le choc a été énorme, pour lui comme pour moi, quand je lui ai dit « Mais enfin, à quoi tu joues ?» Ceci est une histoire vraie. C'est mon histoire. Il y a environ 15 ans, alors que mes 2 enfants étaient encore tout petits, je les mettais au lit un soir. Mon fils insistait pour porter son pyjama préféré, celui rouge avec des voitures de course. J'ai accepté avec plaisir, je l'ai aidé à l'enfiler, puis je l'ai bordé tendrement dans son lit. Ensuite, je me suis assise à la table de la cuisine avec une amie venue discuter et rattraper le temps perdu. L'appartement était agencé de telle sorte que depuis la table de la cuisine, on pouvait voir l'encadrement de la porte de la chambre des enfants. Nous étions en pleine conversation quand un cri soudain de mon fils nous a interrompus. Nous nous sommes retournés d'un coup, et là, dans l'embrasure de la porte, se tenait mon fils, en pleurs, criant et portant un pyjama vert avec des avions. Un sentiment de malaise m'a envahi, me glaçant le sang et faisant se dresser les poils sur ma nuque. Tout en moi me hurlait que quelque chose n'allait pas. Mon ami et moi nous sommes regardés, figés, sachant toutes les deux que mon fils n'était pas encore capable de changer de pyjama tout seul. Quand nous avons regardé à nouveau vers la porte, il n'y avait plus personne. Nous nous sommes précipités dans la chambre, et là, nous avons trouvé mon fils profondément endormi, bien bordé, toujours dans son pyjama rouge avec des voitures de course. Mon ami, paniqué, m'a demandé si j'avais vu la même chose qu'elle, et j'ai confirmé, oui, je l'avais vu dans ce pyjama vert avec des avions. Mon ami a paniqué encore plus et a quitté l'appartement, effrayé. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le sol de la chambre de mes enfants, juste pour m'assurer que rien ne leur arriverait. Cet événement reste l'une des expériences les plus étranges de ma vie, et mon ami et moi en parlons encore de temps en temps. Mon fils, évidemment, ne se souvient de rien, mais il adore entendre l'histoire de la fois où son double nous a fait une peur bleue. C'était pendant ma 2e année de cours en études paramédicales. Je suis arrivé à l'école à 8h du matin pour faire quelques dernières révisions de dernière minute avant un examen. Certains de mes camarades étaient là depuis 6h30, révisant eux aussi. Je venais à peine de m'installer à une table dans un espace d'études réservé aux étudiants quand une de mes camarades de classe s'est assise en face de moi, l'air perplexe. Elle m'a regardé avec un mélange de confusion et d'inquiétude avant de me demander qui j'attendais près du parking plus tôt dans la matinée. Je l'ai fixée, interloqué, pendant quelques secondes, puis je lui ai répondu que je venais tout juste d'arriver. Ses yeux se sont écarquillés, et elle a commencé à frotter ses bras frénétiquement. Je pouvais voir que les poils de ses bras étaient dressés, signe qu'elle était vraiment effrayée. Elle a alors commencé à expliquer, visiblement troublée, qu'elle étudiait sur un banc donnant sur l'allée du parking. De là, elle m'avait vu, debout sur le côté,
les bras croisés, comme si j'attendais quelqu'un. Elle m'avait salué en agitant la main et m'avait même appelé, mais j'avais semblé ne pas l'entendre. Elle avait détourné les yeux un instant, et quand elle avait regardé de nouveau, j'avais disparu. Ce qui l'avait le plus dérouté, c'est que si j'avais marché dans n'importe quelle direction, elle aurait dû me voir m'éloigner, mais ce n'était pas le cas. Je lui ai demandé si elle était certaine que c'était moi, et elle a insisté qu'elle ne pouvait pas se tromper. La personne qu'elle avait vue portait exactement le même sac que moi ce jour-là. Quand elle a fini son récit, 2 autres camarades de classe nous avaient rejoints, plaisantant sur le fait qu'elle manquait sûrement de sommeil à cause de la semaine des examens. Mais elle n'arrêtait pas de jurer qu'elle disait la vérité et à raconter l'histoire à tout le monde toute la journée. Certains sont même venus me poser des questions à ce sujet, et je leur ai simplement dit que j'étais arrivé à 8 heures. J'ai grandi dans une maison où j'ai vécu de nombreuses expériences étranges. Mes grands-parents y habitaient également, et eux aussi ont eu leur lot de phénomènes inexplicables. Quoi qu'il en soit, une nuit, je me suis réveillé, je me suis assis sur mon lit, et j'ai regardé vers l'encadrement de la porte. Là, j'ai vu ma grand-mère assise, vêtue d'un t-shirt blanc avec un petit encre brodé au milieu, assortie à un short et des chaussures d'été. Elle était installée sur une chaise de jardin, juste de l'autre côté de ma porte, les jambes croisées, me fixant avec les yeux les plus sombres que j'ai jamais vus et un léger sourire sur les lèvres. C'était elle, du moins ça en avait l'apparence, mais ses yeux trahissaient la vérité, ce n'était pas vraiment ma grand-mère. Dès mon plus jeune âge, on m'avait appris à prier pour que le sang de Jésus me protège et à repousser toute présence maléfique au nom de Jésus-Christ. Alors, j'ai couvert ma tête avec mes couvertures et j'ai récité cette prière toute la nuit. J'étais absolument terrifié. La nuit a été remplie de bruits terrifiants, des respirations lourdes, des grattements sous le lit, et d'autres sons qui me glaçaient le sang. Je n'avais jamais eu aussi peur. Dans cette même maison, il m'est arrivé de tenter de quitter une pièce après avoir fermé la porte, et quelqu'un ou quelque chose la retenait de l'autre côté, m'empêchant de sortir. Parfois, j'entrais dans une pièce et tous les placards et même la boîte à pain s'ouvraient violemment, comme propulsés par une force invisible. Mes grands-parents avaient vécu des choses étranges, mais c'était comme si c'était toujours pire pour moi. Le lendemain matin, après une nuit entière de prières et de terreur, je suis allé voir ma grand-mère. « Mamie, pourquoi est-ce que tu étais assise devant ma porte cette nuit ?» Elle m'a regardé avec incompréhension. « De quoi tu parles ?» Nous avons tous dormi profondément toute la nuit. Jamais je ne m'assiérais devant ta porte. Je lui ai alors demandé si elle possédait la tenue que portait la chose que j'avais vue. Je suis persuadé aujourd'hui qu'il s'agissait d'un démon qui avait pris son apparence. Elle a secoué la tête. Non, elle n'avait rien de tel. Cela m'a toujours semblé la chose la plus étrange. Je ne sais pas si cela peut être considéré comme un doppelganger, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus de ce que j'ai vécu. Des années plus tard, ma grand-mère m'a confié que des démons les avaient attaqués dans cette maison, ce qui avait finalement mené à un éveil spirituel pour eux. J'en ai encore des frissons en repensant à ces longues nuits d'angoisse passées là-bas. C'est une légende locale de ma ville, et j'ai eu des frissons en l'entendant. Tout a commencé dans les années 70. Au parc, il y a une immense roche qui surplombe l'océan. Une histoire circulait à propos d'une femme à la peau bronzée et aux longs cheveux blonds qui se tenait au sommet de cette roche chaque matin. Ceux qui passaient par là disaient que son comportement était assez étrange. Les gens se demandaient qui elle était et pourquoi elle faisait cela. Cela a duré des mois et des mois, puis un jour, elle a disparu, ou c'est du moins ce que tout le monde croyait. En 1983, une autre femme est apparue sur la roche, imitant exactement le même comportement que la précédente. Mais cette fois, elle était tout l'opposé, des cheveux longs et sombres, une peau très pâle et des vêtements noirs. Les gens disaient qu'elle avait l'air brumeuse, presque irréelle, et beaucoup affirmaient sans hésitation qu'elle était une apparition. Le plus étrange, c'est qu'une femme correspondant exactement à cette description a été retrouvée assassinée, étranglée à mort, dans un buisson à côté de la roche. On raconte qu'elle apparaît encore là-bas à ce jour. Des joggeurs disent l'avoir vue, faisant une pose de yoga. Sa bouche est grande ouverte, comme si elle criait, mais aucun son ne sort. Et soudain,
elle disparaît dans les airs, sans laisser de traces. Certains ont essayé de l'approcher pour lui demander si elle allait bien. Elle ne leur répond jamais, dès qu'ils détournent les yeux, ne serait-ce qu'une seconde, elle s'évapore. C'est une histoire fascinante. Personnellement, je ne l'ai jamais vue, mais j'avais envie de la partager ici, car cela pourrait vous intriguer. Quand j'avais 19 ans, je travaillais dans une carrière. J'avais probablement le travail le plus facile qui soit, j'étais assis dans une cabane près de la barrière et je m'occupais du pont bascule. Mon rôle était simple, je pesais les camions et les poids lourds à l'entrée et à la sortie, puis je calculais la quantité d'agrégats qu'ils avaient emportés. Mais ce jour-là n'était pas un jour comme les autres. D'abord, il faisait une chaleur écrasante. Des nuées de minuscules insectes avaient envahi l'endroit depuis les champs agricoles voisins, s'écrasant sur mon visage et se noyant dans ma sueur. Ensuite, j'étais très malade depuis une semaine. Je ne savais pas ce que j'avais, il s'est avéré que c'était une mononucléose. Je ne pouvais rien garder dans mon estomac et j'aurais dû être cloué au lit, mais je ne touchais pas de congé maladie, alors je me rendais quand même au travail. Pour couronner le tout, j'avais fumé du cannabis à intervalles réguliers derrière ma cabane, en espérant me sentir un peu mieux. Ça n'avait pas vraiment fonctionné, mais je continuais quand même. Ce n'était pas une habitude que j'avais au travail, je n'en avais même pas les moyens, en général. Je dois préciser deux autres choses importantes. Je suis un gars assez reconnaissable, je mesure presque 2 mètres et, à l'époque, j'avais la tête rasée. Je me rendais au travail sur un vélo rouge vif. Je m'étais lié d'amitié avec un des clients réguliers. C'était un paysagiste indépendant qui venait 2 ou 3 fois par semaine remplir sa petite camionnette de gravier. Il s'arrêtait souvent dans ma cabane pour boire un café et discuter un peu avant de repartir de la carrière. Quand j'avais noté le poids d'un véhicule à l'entrée, je faisais signe au conducteur de passer, sauf avec ce gars-là. Lui, je le saluais militairement, il avait fait l'armée, et il me rendait mon salut avec un grand sourire. Donc, me voilà assis dans ma cabane, fiévreux, défoncé, trempé de sueur, et entouré d'un nuage d'insectes. J'aperçois la camionnette du paysagiste, je note son poids et je le salue comme d'habitude à travers la fenêtre. Mais cette fois, il ne me salue pas en retour. Il se contente de me fixer pendant quelques secondes avant de passer. Je me suis demandé ce que j'avais bien pu faire pour le vexer, mais je ne voyais pas quoi. Après avoir chargé son gravier, il s'est garé et est entré dans ma cabane. « Je t'ai vu sur la route, il y a 5 minutes, m'a-t-il dit. Tu étais en train de t'éloigner de la carrière à vélo. Je t'ai salué, mais tu ne m'as même pas remarqué. » Je lui ai assuré que je n'étais allé nulle part. J'ai suggéré l'explication évidente, un sosie. Mais il ne voulait pas l'entendre. Il me fixait, visiblement déconcerté. J'ai essayé de plaisanter en disant que c'était peut-être mon frère jumeau, mais il ne me croyait pas. Il a rétorqué quelque chose comme « Donc, il porte les mêmes vêtements, roule sur un vélo identique et te ressemble exactement. » La vérité, c'est que je commençais à être tout aussi perturbé que lui. Finalement, il a secoué la tête et est retourné à sa camionnette. Notre relation n'a jamais été la même après ça, et j'ai quitté la carrière quelques semaines plus tard. Raconter cette histoire me donne toujours un sentiment étrange. Il y a seulement 3 jours, mon ami et moi sommes allés jusqu'à Walmart. Il y a un sentier pavé qui passe près du terrain de basket-ball de notre quartier, et soudain, 3 personnes ont littéralement semblé se matérialiser devant nous. Au début, on n'y a pas trop prêté attention, car ce sentier est souvent fréquenté. Mais en les observant de plus près, on a remarqué que ces personnes ressemblaient étrangement à 3 de nos amis, jusqu'au moindre détail. Normalement, ça ne m'aurait pas dérangé, sauf qu'un de ses amis était en Géorgie, et les 2 autres étaient chez eux. À ce moment-là, on a commencé à se sentir un peu mal à l'aise, mais on a continué à avancer. Nous étions à mi-chemin sur le sentier quand nous avons entendu l'une des voix de nos amis. C'était leur voix exacte, même cadence, même ton, tout. C'est là que ça a pris une tournure encore plus étrange. Mon ami et moi nous sommes regardés, et on s'est demandé si c'était vraiment notre ami.
On s'attendait à un simple saut de peur, un truc idiot, alors on s'est préparé, on a tourné le coin du sentier, et il n'y avait plus personne. Nous avons continué notre chemin et les avons revus, cette fois-ci dans le parking d'un magasin de décoration d'intérieur, sur la route menant à Walmart. Nous étions suffisamment éloignés pour qu'ils ne nous remarquent pas, mais assez proches pour observer les détails. C'est là que j'ai vu l'un d'entre eux, notre plus jeune ami du groupe, debout à un angle étrange. J'ai vérifié son visage pour y voir des traits familiers, mais il n'y en avait aucun. Je veux dire, son visage n'avait absolument aucune caractéristique. Cela m'a glacé le sang. Les autres se sont retournés, légèrement inclinés, comme s'ils se préparaient à atteindre la prochaine partie du sentier menant à Walmart. Leur visage était tordu d'une manière physiquement impossible, comme des distorsions qui ne devraient pas exister. J'ai réalisé qu'ils suivaient exactement le même itinéraire que nous avions pris il y a environ un mois. Même placement des pieds, même disposition des gens, tout. Ils ont tourné un autre coin, et nous avons suivi juste derrière. Mais ils avaient disparu. Plus aucune trace, comme s'ils n'avaient jamais existé. J'ai parlé de cette rencontre à l'un des amis que nous avions vus, et elle a totalement paniqué. Ce qui l'a le plus effrayé, c'est le fait qu'en empruntant ce chemin, cela voulait dire que ces choses étaient proches de chez nous. Depuis, c'est devenu un sujet tabou, mais j'ai l'impression qu'ils m'ont suivi chez moi. Aujourd'hui même, en sortant les poubelles, j'ai entendu une voix venant d'une allée. C'était la voix de ce même ami, mais légèrement déformée, juste assez pour être dérangeante. Je me suis retourné, et il y avait 3 silhouettes, enveloppées d'ombre. Leur contour était le même que celui des amis que nous avions croisés. Autant vous dire que j'ai terminé de sortir les poubelles à une vitesse record. C'était il y a environ 4 ans. Ce n'était pas la première expérience paranormale que nous avons vécue, mais c'est celle qui m'a le plus terrifié. Une nuit, mon fils de 2 ans et demi nous a réveillés, mon mari et moi, en grimpant dans notre lit. Je n'arrivais pas à me rendormir, alors j'ai décidé de travailler sur un projet dans ma pièce de bricolage. J'y étais depuis environ 45 minutes quand le petit moniteur des caméras de surveillance pour bébé a commencé à clignoter rapidement. Je précise que ces caméras n'étaient pas équipées de détecteurs de mouvement, elles diffusaient en continu. Les caméras se trouvent dans le salon et la chambre de notre fils. Je me suis approché du moniteur pour l'examiner, et soudain, il a émis un bruit perçant, strident, comme un retour de micro. J'ai sursauté et laissé tomber le moniteur face contre le sol. J'ai remarqué que le scintillement autour des bords avait cessé. J'ai ramassé le moniteur et l'ai retourné pour regarder l'écran. Mon cœur s'est glacé, mon fils se tenait immobile, comme une statue, au milieu du salon, fixant le mur. Je me suis dirigé vers la porte, le moniteur toujours en main. Quand j'ai de nouveau baissé les yeux, j'ai vu sa tête tourner lentement, seulement la tête, et ses yeux se sont directement posés sur la caméra, située dans le coin supérieur de la pièce. Son visage n'exprimait absolument rien. J'ai quitté ma pièce et traversé la petite cuisine, puis la salle à manger, avant de contourner l'angle pour entrer dans le salon, qui était complètement vide. La porte de notre chambre se trouvait de l'autre côté. Je suis entré dans la chambre, et là, mon fils dormait profondément, exactement dans la même position que quand je l'avais quitté. Mon mari a levé les yeux de sa tablette. Je lui ai demandé s'il s'était levé pour aller dans le salon. Il m'a répondu que non. J'ai alors demandé s'il était allé aux toilettes ou dans la cuisine, pensant que notre fils avait peut-être tenté de le suivre sans qu'il s'en aperçoive. Mais mon mari a juré qu'il n'avait pas quitté le lit, et que notre fils avait ronflé paisiblement tout ce temps. Comme je l'ai dit, ce n'était pas la première fois que nous avions vu des doubles, mais c'était toujours des aperçus si rapides que nous n'avions jamais le temps de vraiment avoir peur, ni de réaliser ce qui se passait. Mais cette fois-ci, c'était différent. Ce n'était pas un simple coup d'œil. Le plus effrayant, c'était le regard vide de mon fils, ce vide glacial, quand il a tourné la tête vers la caméra. Même en écrivant ceci aujourd'hui, j'en ai encore des frissons. Ces 2 expériences de doppelganger sont étrangement similaires. Ce n'est pas un récit de fiction, j'étais aussi déconcerté que vous l'êtes probablement en lisant ceci.
Ma première rencontre a eu lieu il y a environ 3 ou 4 ans. J'avais décidé de passer du temps chez ma tante. Sa maison était grande, avec 3 salles de bain et plusieurs chambres. J'étais seul au 2e étage lorsque tout s'est produit. Je travaillais sur une vidéo quand ma jeune belle-tante est apparue. Ravi de lui montrer ce que j'avais fait avec mon téléphone, je l'ai suivie dans sa chambre. Elle portait ma jeune cousine dans ses bras, toutes les deux étaient des femmes. Cependant, quand j'ai franchi le seuil de la chambre, elle n'y était pas. J'ai regardé derrière la porte, pensant qu'elle me jouait un tour, mais il n'y avait personne. Pris de panique, je me suis précipité en bas pour la retrouver. Elle m'a assuré qu'elle n'était jamais montée à l'étage. L'expérience m'a tellement effrayé que je suis resté en bas. Ma deuxième rencontre a eu lieu 2 ou 3 ans plus tard. J'étais de nouveau seul à l'étage dans une maison. Cette fois, il s'agissait de la maison de ma famille, qui n'était pas très grande. Ma sœur aînée est alors arrivée, portant notre petite sœur dans ses bras. Je pense que j'étais trop paresseux pour aller chercher quelque chose moi-même, alors je l'ai appelée depuis l'autre côté de la pièce. Avant de sortir de la chambre, elle s'est dirigée vers le miroir, s'est figée, et n'a pas répondu. Elle est ensuite sortie de la pièce en marchant lentement. Je l'ai suivie, mais elle avait disparu. Paniqué, j'ai couru en bas, pour découvrir que ma sœur aînée était en train de prendre une douche. Ma petite sœur était aussi en bas, jouant avec ses jouets. Une fois de plus, j'étais complètement terrifié, et je suis resté au rez-de-chaussée. Il y a de nombreuses similitudes entre ces deux événements, ce qui les rend presque surréalistes, comme s'il s'agissait de contes ou de légendes. J'étais seul à l'étage, dans une maison appartenant à un membre de ma famille. Les personnes qui montaient à l'étage étaient toutes des femmes, et l'une d'elles portait un jeune enfant, également une fille. Les 2 chambres avaient un lit, et un miroir était positionné de manière à pointer directement vers le lit. Et tout cela s'est produit dans l'après-midi. Ces détails communs rendent ces expériences encore plus troublantes, et même aujourd'hui, elles continuent de me hanter. Ce phénomène a commencé ce matin même. Vers 6 heures, je me suis levé pour me préparer à aller travailler. Pendant que j'étais dans la salle de bain, mon copain était encore au lit. Soudain, j'ai entendu sa voix, et il semblait effrayé, comme s'il faisait face à quelque chose dans la chambre. Je suis retourné voir ce qui se passait, et il avait vraiment l'air secoué. Après quelques secondes, j'ai réussi à le calmer suffisamment pour qu'il m'explique ce qu'il venait de vivre. Il m'a dit que lorsqu'il commençait tout juste à se réveiller, il avait vu l'esprit d'une vieille dame. Elle semblait furieuse, l'insultant sans raison apparente. Il lui avait demandé de partir, et elle avait fini par disparaître. Mais peu de temps après, alors qu'il était encore à moitié endormi, il a cru que je me trouvais allongé sur le sol de la chambre, tendant le bras pour lui caresser la poitrine. Au fur et à mesure qu'il émergeait de son sommeil, il a réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. La moi qu'il voyait était allongée trop loin pour pouvoir l'atteindre. Il a expliqué que le bras de cette figure aurait dû faire presque 1,5 mètre de long pour le toucher. De plus, les traits de ce double étaient étrangement flous. Mais le pire, c'était son regard, un regard écarquillé, vide et sans émotion, presque inhumain, qu'il a décrit comme un visage d'animatronique fabriqué pour me ressembler. Plus tard, dans la journée, après que je sois rentré du travail, j'étais assis sur le bord du lit et je me suis levé pour ouvrir la porte de la chambre pour notre chat. D'après mon copain, mon double est réapparu, mais cette fois, il se tenait au pied du lit, me fixant directement, ou plutôt fixant la vraie version de moi, près de la porte. Nous avons l'impression que cette entité essaie de duper mon copain, de lui donner un faux sentiment de sécurité en prenant mon apparence. Ce qui nous inquiète le plus, c'est que nous avons de plus en plus l'impression qu'il s'agit d'une présence hostile. Alors que mon mari travaillait de nuit, je suis allé me coucher seul aux alentours de 23 heures. À un moment de la nuit, je me suis réveillé en entendant le grincement de la serrure de la porte d'entrée. J'ai distinctement perçu le bruit des grosses bottes de travail de mon mari résonnant sur les marches en bois, puis dans le couloir. L'odeur familière de son parfum flottait dans l'air, et j'entendais le cliquetis de ses clés de travail lorsqu'il s'est agenouillé près de mon lit.
Je l'ai senti caresser doucement mes cheveux, et sa voix grave m'a demandé si je voulais me réveiller. Je me souviens avoir marmonné, encore à moitié plongé dans le sommeil, que j'étais trop fatigué pour ouvrir les yeux, j'avais même la sensation d'avoir réellement essayé, sans succès. Il m'a répondu doucement que ce n'était pas grave, que je devais me rendormir. J'ai senti sa présence se retirer, entendu la serrure se refermer lorsqu'il a quitté la maison. Plus tard, une fois pleinement réveillé, j'ai envoyé un message à mon mari pour lui dire à quel point j'avais été exténué, incapable de lever les paupières pour le voir. Sa réponse m'a glacé. Il m'a assuré qu'il n'était jamais rentré chez nous pendant sa pause. Il ne comprenait même pas de quoi je parlais. Le souvenir de cette nuit me hante encore aujourd'hui, des années plus tard. Je me rappelle à quel point c'était réel, le son de ses pas, l'odeur de son parfum, le contact de sa main dans mes cheveux. Je n'étais ni privé de sommeil ni sous traitement médicamenteux, rien qui puisse expliquer ce qui s'était passé. Cette expérience me laisse toujours perplexe et mal à l'aise. Cette expérience a eu lieu en février de cette année, alors mes souvenirs sont encore très clairs et précis. Cette année-là, c'était ma dernière année d'université, et j'étais ravi d'habiter avec Abby, une ancienne membre de ma sororité avec qui j'avais tissé des liens très forts. Pour clarifier, nous l'appellerons Abby. Initialement, Abby et moi ne devions même pas vivre dans l'appartement où nous avons fini par nous installer. À la base, nous avions prévu de partager une maison de ville avec 2 autres filles, mais un mois avant d'emménager, elles ont commencé tellement de drames qu'on a dû contacter notre propriétaire pour trouver un autre logement dans la même société. Par chance, on nous a proposé un appartement en sous-sol avec 2 chambres et une salle de bain, situé dans un quartier tranquille, à l'écart du campus. Le premier mois s'est passé sans le moindre incident. Mais peu à peu, des événements étranges ont commencé à se produire dans l'appartement. Un matin, Abby s'est réveillée et a trouvé un des placards de la cuisine ouvert. Elle n'en a pas fait tout un plat, pensant que j'avais simplement oublié de le fermer la veille. Le lendemain matin, c'était un autre placard qui était ouvert, mais elle a de nouveau balayé l'affaire d'un haussement d'épaule. Cependant, un week-end où j'étais parti chez moi, Abby s'est réveillée pour découvrir tous les placards de la cuisine grands ouverts, avec l'eau du robinet qui coulait. Terrifiée, elle a passé la nuit chez son petit ami. 2 semaines plus tard, alors que nous regardions la télévision, nous avons entendu la porte de la salle de bain se fermer toute seule. J'ai essayé de rassurer Abby, en lui disant que le ventilateur que nous avions dans la salle de bain avait dû la faire claquer. Mais, cette nuit-là, alors que nous étions couchés, nous avons eu l'impression d'entendre quelqu'un marcher dans notre salon. C'était impossible qu'une personne ait pénétré chez nous, se soit cachée toute la journée, pour ensuite se montrer uniquement la nuit et nous jouer des tours. J'étais à l'appartement toute la journée, et Abby était de retour dès 11h du matin. Cet incident a eu lieu juste avant les vacances de Noël, et tout est resté calme dans l'appartement jusqu'au mois de février. Un week-end, Abby est rentrée chez elle, me laissant seul dans l'appartement. Je me détendais sur le canapé, en train de faire mes devoirs. Il était déjà tard, et j'avais allumé la télévision pour avoir un peu de bruit de fond. Enroulé dans une couverture, je me suis endormi sur le canapé. Je me suis réveillé en sursaut à 2h32 du matin, et j'ai vu Abby entrer par la porte d'entrée, le sourire aux lèvres, sans prononcer un mot. Étonné et encore embrumé par le sommeil, je lui ai demandé si tout allait bien. Elle m'a simplement regardé, a retiré ses chaussures et s'est dirigée vers la cuisine. Quelque chose ne tournait pas rond, cette fille ressemblait à Abby, marchait comme elle, mais ce n'était pas vraiment elle. Je lui ai encore demandé si ça allait, troublé par l'heure tardive de son retour. Elle m'a de nouveau souri, sans répondre, et s'est mise à laver quelque chose dans l'évier. Une sensation de terreur pure m'a envahi, comme si j'étais face à un danger réel, et je savais que je devais fuir. Rapidement, je me suis réfugié dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Mais la chose qui ressemblait à Abby m'a suivi. J'entendais des tapotements contre la porte, réguliers, comme si elle frappait avec son doigt. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça ne s'arrêtait pas. Je n'osais pas dire un mot, convaincu que si je lui répondais, cela lui donnerait plus de pouvoir. Cela n'a aucun sens rationnel, mais c'était mon instinct. Je me suis recroquevillé sous mes couvertures, le regard rivé sur la porte de ma chambre,
craignant à chaque instant qu'elle la défonce. Mes paupières devenaient lourdes, et le bruit des tapotements, comme un métronome, m'incitait à sombrer dans le sommeil. Petit à petit, les coups ont ralenti, s'estompant jusqu'à disparaître. Le lendemain matin, j'étais épuisé, comme si j'avais pris une quantité impressionnante de somnifères. Pourtant, je me souvenais parfaitement de tout ce qui s'était passé. Prudemment, je suis sorti de ma chambre. Le lit d'Abby était intact, pas le moindre signe qu'il avait été utilisé. Ses chaussures et son sac n'étaient pas là non plus dans le salon. Un frisson glacé m'a parcouru le dos quand je lui ai envoyé un message pour lui demander si elle était rentrée pendant la nuit. Elle m'a répondu que non, qu'elle ne reviendrait pas avant 2 jours. Mais dans la cuisine, l'assiette que Abby avait lavée était propre et rangée. Je suis convaincu que ce n'était ni un rêve ni une hallucination, et je sais que ce n'était pas une blague d'Abby. Elle n'aurait jamais fait ça. Cette nuit-là, quelque chose avait pris l'apparence d'Abby, et je sens au fond de moi que ses intentions n'étaient pas bienveillantes. Nous avons eu d'autres expériences étranges dans cet appartement, mais rien d'aussi effrayant que ce que j'ai vécu cette nuit-là. Je ne peux que supposer que ce que ma mère et moi avons vu ce soir-là était un doppelganger. Avant de commencer, il faut savoir que mon père travaillait de nuit. J'avais environ 6 ou 7 ans à l'époque, et nous vivions dans un petit immeuble avec mes parents, jusqu'à ce que ma mère décède quelques mois plus tard. Ce soir-là, elle me versait un verre de lait dans la cuisine, comme d'habitude, pendant que je me préparais à aller me coucher pour l'école du lendemain. Rien de terrifiant ce soir-là, tout était calme, et j'attendais simplement qu'elle finisse de me servir en regardant autour de moi dans le salon. À un moment, alors que je tournais la tête pour observer la pièce, j'ai soudain vu mon père se tenir devant la porte du placard du salon. Cela ne m'a pas effrayé tout de suite, car j'ai naturellement pensé que c'était lui. Mais en y repensant, il n'y avait eu aucun bruit de pas, rien. Nos portes grinçaient, et le plancher craquait tellement que nous aurions forcément entendu quelqu'un se déplacer. Mais ce qui a fini par me faire peur, c'est que mon père restait là, immobile, de l'autre côté de la pièce, à nous fixer. Il ne bougeait pas d'un centimètre, ne clignait pas des yeux. Et plus je le regardais, plus je remarquais que ses yeux étaient trop petits. Ils étaient grands ouverts, mais assez petits pour que quelque chose paraisse terriblement anormal. J'ai commencé à cligner des yeux, à les frotter, pensant que je m'étais peut-être trompé, mais la silhouette restait là. Puis, après ce qui a semblé être une éternité, elle a disparu d'un coup, en un simple battement de paupières. Sans un bruit. Il était impossible qu'elle ait bougé aussi vite sans faire le moindre son, et si elle avait fui en claquant la porte derrière elle, nous l'aurions entendu. J'étais terrifié, et je me suis tourné vers ma mère pour voir si elle avait remarqué quelque chose. Mais elle n'a rien dit, alors je me suis convaincu que j'avais dû halluciner. Pendant des années, je n'en ai parlé à personne. Ce n'est que plusieurs années plus tard, en racontant cette histoire à mon père, que j'ai appris que ma mère l'avait vue aussi. À cause de ses problèmes de santé mentale, et parce que je n'avais rien dit ce soir-là, ni à elle, ni à lui, mon père avait mis cet épisode sur le compte d'une hallucination. Ce moment ne m'a jamais quitté, et c'est la raison pour laquelle j'ai dû dormir avec une lumière allumée pendant des années. Avant cette nuit-là, je n'avais jamais eu peur du noir. Je ne croyais pas aux fantômes, je ne comprenais même pas encore que les gens pouvaient mourir, et je n'avais jamais été exposé à la religion ou à l'idée du surnaturel. Après cet incident, jusqu'à ce que nous déménagions, j'étais pétrifié à l'idée de dormir seul dans ma chambre. Je ne sais pas exactement à quel moment j'ai commencé à m'intéresser à ces théories qui circulent sur des figures publiques prétendument remplacées par des clones, des sosies, ou même des personnes qui porteraient des masques ultra-réalistes. Peut-être que ça a commencé avec les vidéos bizarres que j'ai vues sur Internet, ou peut-être que c'était à force de lire des témoignages de personnes qui avaient été des témoins directs de comportements étranges. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, une part de moi ne peut pas s'empêcher d'y croire, au moins un peu. Je me souviens encore de la première fois où j'ai entendu parler de cette histoire avec Britney Spears. À l'époque, j'étais un grand fan, je connaissais toutes ses chansons par cœur. Et puis, les choses ont commencé à devenir étranges. Des photos d'elle avec un regard vide,
des apparitions où elle semblait complètement absente. Des rumeurs se sont mises à circuler, disant que Britney n'était plus la même personne, qu'elle avait été remplacée par un clone ou même par une sorte de marionnette contrôlée par les puissants. À l'époque, j'avais ri de ces théories, mais en revoyant ces vidéos où elle se comportait de manière tellement mécanique, j'ai commencé à me poser des questions. Et quand elle a finalement brisé le silence sur sa tutelle, expliquant comment elle avait été contrôlée et manipulée, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander s'il n'y avait pas quelque chose de plus sombre encore. Et puis, il y a cette fameuse histoire avec Avril Lavigne. Les théoriciens du complot affirment que la chanteuse originale est morte il y a des années, remplacée par une actrice ou un clone nommé Melissa. Ils disent que son apparence a subtilement changé, que sa voix n'est plus la même, et que son style musical est devenu trop différent. Certains pointent des indices laissés dans ses chansons, des détails cachés comme des cris à l'aide que seuls les plus attentifs pourraient entendre. Je ne sais pas si j'y crois vraiment, mais il est difficile de ne pas remarquer les différences. L'Avril d'aujourd'hui ressemble à une version plus polie, plus conventionnelle, de la chanteuse rebelle que j'adorais autrefois. Ce qui me fait le plus frissonner, ce sont les histoires autour de personnalités politiques. Vous avez peut-être entendu parler de ces images de Joe Biden qui circulent, où il semble porter un masque. Des vidéos où son visage paraît si tendu qu'il pourrait presque se décoller, comme un masque en silicone. D'autres parlent de plusieurs versions de lui, des sosies qui apparaissent selon les occasions, chacun ayant de légères différences dans la démarche, les gestes ou même la voix. Bien sûr, il y a une part de moi qui veut tout rationaliser, se dire que c'est de la paranoïa collective, que ce sont juste des changements dus à l'âge ou à des problèmes de santé. Mais il y a aussi une autre part, celle qui aime s'immerger dans l'étrange, qui ne peut pas s'empêcher de se demander, et si tout cela était vrai. Et puis, il y a cette histoire glaçante à propos de Rudolf Hess, le dernier nazi emprisonné à Spandau. Selon les rumeurs, l'homme qui est mort en prison n'était pas le véritable Hess. Même son propre médecin avait déclaré qu'il y avait des incohérences, qu'il ne reconnaissait pas cet homme comme étant le même que celui qu'il avait soigné auparavant. La théorie veut que Hess ait été remplacé par un imposteur, peut-être pour protéger des secrets qu'il emporterait dans la tombe. Même si ça semble tiré par les cheveux, je n'arrive pas à me débarrasser de l'idée que des forces obscures pourraient être capables de ce genre de manipulation. Parfois, je m'interroge sur le pourquoi. Pourquoi ces figures publiques seraient-elles remplacées? Est-ce une question de contrôle, de dissimulation de vérité que nous ne sommes pas censés connaître? Est-ce que c'est juste un délire collectif, un moyen pour nos esprits de donner un sens aux choses qui nous échappent? Ou bien, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'effrayant qui se cache dans l'ombre, quelque chose qu'on ne nous dira jamais? Je ne prétends pas avoir les réponses, mais une chose est certaine, chaque fois que je vois ces vidéos, que j'entends ces histoires, une part de moi se met à douter. Et parfois, ce doute est plus terrifiant que n'importe quelle vérité. Je me souviens de l'époque où je vivais dans ce petit village perdu entre les collines. C'était un endroit tranquille, presque figé dans le temps, où tout le monde se connaissait. Les gens y étaient superstitieux, et l'une des légendes les plus effrayantes qui circulait parmi les villageois était celle du doppelganger, ce double mystérieux qui, disait-on, était un signe de mort imminente. Si tu vois ton propre double, m'avait confié un vieux voisin, quelqu'un que tu connais mourra bientôt. Je n'avais jamais prêté beaucoup d'attention à ces histoires. Elles faisaient partie de la culture locale, des récits qu'on se racontait pour se faire peur, mais je n'y croyais pas vraiment. Jusqu'à ce que cela m'arrive. Tout a commencé un matin d'automne, alors que le brouillard était épais et que la lumière du soleil peinait à percer à travers les arbres. Je sortais de chez moi pour me rendre à la boulangerie du village quand je l'ai vu. Un homme, debout au bout de la rue, me regardait fixement. J'ai ressenti un frisson désagréable en voyant son visage, parce que c'était le mien. C'était comme regarder dans un miroir, sauf que ce « moi-là » ne bougeait pas, ne souriait pas. Il était juste là, figé, avec ce regard sombre qui semblait me transpercer. J'ai cligné des yeux, et il avait disparu, comme s'il n'avait jamais été là. J'ai essayé de me convaincre que c'était une hallucination, un jeu de lumière, peut-être un effet du brouillard. Mais le jour même, j'ai appris qu'un vieil ami de ma famille, le propriétaire de la ferme voisine, était décédé soudainement d'une crise cardiaque. Cela m'a troublé, bien sûr,
mais je n'ai pas fait de lien avec ce que j'avais vu ce matin-là. Quelques semaines plus tard, je l'ai revu. J'étais en train de ranger du bois dans l'arrière-cour, quand, en levant les yeux, j'ai de nouveau aperçu ce double. Il se tenait au bord de la forêt, immobile, son visage une copie parfaite du mien. Je me suis figé, le cœur battant à tout rompre, incapable de détourner le regard. Cette fois-ci, j'ai crié, et il a disparu. 2 jours plus tard, c'est un de mes collègues de travail qui a été retrouvé mort dans son atelier, un accident inexplicable. Le doute s'est immiscé dans mon esprit. Je savais que c'était peut-être une coïncidence, que 2 décès en peu de temps pouvaient s'expliquer rationnellement. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser à la légende du doppelganger. Chaque fois que je voyais ce double, il semblait que quelqu'un de mon entourage y laissait la vie. La 3e fois, ce fut le plus effrayant. Je me préparais pour aller au marché quand je me suis vu debout devant ma propre maison, juste devant la porte d'entrée. Je me suis figé, sentant la terreur me gagner. Cette fois, je n'ai pas attendu de voir s'il disparaîtrait. J'ai pris mes affaires et je suis parti, le cœur battant à tout rompre, décidé à fuir ce village qui me semblait soudain devenu une prison. Je ne pouvais plus vivre dans cette angoisse, avec cette sensation qu'une malédiction flottait autour de moi. J'ai pris une décision radicale, je suis parti loin, très loin, dans une autre région où personne ne connaissait mon histoire. J'ai changé de travail, j'ai trouvé un nouvel appartement, et j'ai coupé les ponts avec tout ce qui me rappelait le village. Et depuis ce jour, plus personne de mon entourage n'est mort mystérieusement. Le double n'est jamais réapparu, et les tragédies ont cessé. Peut-être que ce n'était qu'une série de coïncidences, des décès qui n'avaient rien à voir avec ce que j'avais vu. Mais parfois, tard dans la nuit, je ne peux m'empêcher de penser que la légende disait peut-être la vérité. Que voir ce doppelganger n'était pas juste une hallucination, mais un présage funeste. Je ne le saurais jamais vraiment, mais j'ai appris à ne plus remettre en question mon instinct. Le souvenir de ce double reste gravé dans ma mémoire, et je continue à vivre avec la peur sourde qu'il pourrait un jour me retrouver, où que je sois. Mais tant que je suis loin de ce village, je garde l'espoir qu'il ne revienne jamais. Quand j'étais petit, peut-être autour de 7 ou 8 ans, j'avais l'habitude de me réveiller en pleine nuit, terrifié. Le genre de terreur qui serre la gorge, fait battre le cœur à toute vitesse, et laisse les membres figés de peur. Je ne me réveillais pas sans raison, c'était à cause de ce que je voyais toujours, debout devant ma fenêtre. Une silhouette, immobile, qui me fixait. Cette silhouette, c'était moi. Ou du moins, c'était une copie parfaite de moi. Il avait mes traits, mes cheveux ébouriffés, mes yeux noirs et ronds, mais il était figé, comme une statue de cire. Ses yeux, bien qu'identiques aux miens, étaient dépourvus d'émotion, vides, presque inhumains. La première fois que j'ai vu cet être, je me suis mis à crier et j'ai couru à toute vitesse dans la chambre de mes parents, en pleurs, le cœur battant à tout rompre. Mon père a vérifié la chambre, la fenêtre, et même l'extérieur, mais il n'a jamais rien trouvé. Juste un cauchemar, disait-il en me reconduisant dans mon lit. Mais ce n'était pas un cauchemar. Chaque nuit, ou presque, je me réveillais, et l'entité était là, debout devant ma fenêtre. Elle ne bougeait jamais, ne clignait même pas des yeux. Elle se contentait de me regarder, son visage une réplique exacte du mien, mais avec ce regard fixe et sans âme. Les premières semaines, j'ai continué à courir chez mes parents, espérant que, d'une manière ou d'une autre, tout cela s'arrêterait. Mais à force d'entendre les mêmes mots rassurants, ce n'est que ton imagination, j'ai compris qu'il fallait que je trouve le courage de l'affronter. Un soir, après m'être encore réveillé en sursaut et avoir vu ce double se tenir là, j'ai décidé que j'en avais assez. Je ne pouvais plus passer mes nuits à avoir peur. J'ai rassemblé tout le courage que j'avais et je suis sorti de mon lit. Mes pieds nus ont touché le sol froid, et chaque pas que je faisais semblait plus lourd que le précédent. Je me suis approché lentement de la fenêtre, jusqu'à ce que je sois face à face avec mon reflet vivant. L'entité n'a pas bougé, pas même un millimètre. Elle me regardait toujours, avec cette expression neutre, comme si j'étais une curiosité à observer. Je me suis retrouvé à chuchoter « Qui es-tu » Pas de réponse. J'ai essayé de lui parler encore et encore, d'une voix faible et tremblante,
mais elle ne réagissait jamais. Elle restait là, impassible, une copie parfaite et silencieuse. Après cette nuit, quelque chose a changé en moi. J'avais encore peur, bien sûr, mais je me suis habitué à sa présence. C'était devenu une sorte de routine. Je me réveillais, je la voyais, je la regardais, puis je me rendormais, mon cœur battant encore, mais sans courir. Je me suis habitué à voir mon double, même si je ne comprenais toujours pas ce qu'il était ni pourquoi il était là. Et puis, un jour, il a simplement cessé de venir. Je ne sais pas quand exactement, mais il a disparu de ma vie comme il y était apparu. Les nuits sont redevenues calmes, et je pouvais enfin dormir paisiblement. Pourtant, même aujourd'hui, adulte, j'ai des frissons en repensant à ce souvenir. Il est resté gravé dans ma mémoire, ce double parfait de moi-même, se tenant devant ma fenêtre, ses yeux vides rivés sur moi, m'observant dans le silence de la nuit. Toujours immobile, toujours neutre, mais étrangement dérangeant. Je me demande parfois ce qu'il voulait ou pourquoi il est parti. Mais je n'ai jamais trouvé de réponse, seulement ce souvenir glaçant qui refuse de s'effacer. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.